Bonjour à tous, merci d'avoir patienté quelques instants et donc bienvenue à ce Facebook Live en présence du professeur Romain Marinier, qui est neurologue au CHU de Lyon et au CRC-CEP de Lyon, et également responsable du MIRSEM, qui est le centre de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle. Bonjour professeur Romain Marinier, merci de nous accorder de votre temps pour aborder ce sujet qui est assez complexe et sujet à de nombreuses questions. Donc, je vous remercie pour le temps que vous nous accordez et pour nous expliquer quelles sont les différences et les similitudes entre la sclérose en plaques et les neuromyélites optiques. Dans un premier temps, peut-être que vous souhaiteriez présenter donc des données générales avant de répondre aux questions. Merci beaucoup Emmanuel pour l'invitation. Merci à l'ARCEP pour l'invitation. Je suis ravi de participer à cette activité. Donc en pratique, effectivement, on peut peut-être commencer par une présentation globale pour simplement rappeler que la sclérose en plaques n'est pas la seule pathologie inflammatoire du système nerveux central. Donc on va rapidement, c'est la diapositive suivante, parler finalement du spectre des pathologies inflammatoires démyélinisantes. Alors spectre pas au sens fantôme, hein. Spectre au sens il y a plusieurs maladies qui vont être des cousines de la sclérose en plaques et on va pouvoir finalement les distinguer en fonction du caractère isolé ou non dans le temps et isolé ou non dans l'espace. Donc diapositive suivante. On va avoir la sclérose en plaques qui, comme vous le savez, est une maladie qui va être caractérisée par une dissémination à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc, elle est en haut à droite. On va avoir, diapositive suivante, une autre maladie qui est assez fréquente chez l'enfant qui s'appelle l'encéphalomyélite aiguë disséminée, qui, elle, va toucher plusieurs territoires, mais à un seul moment. Et puis, on va avoir une autre situation, diapositive suivante, qui va être des patients qui vont présenter un seul épisode dans un seul territoire, soit une neuropathie optique, donc une atteinte du nerf optique, soit une atteinte de la moelle épinière, soit une autre atteinte, qu'on a appelé longtemps le syndrome cliniquement isolé. Et puis, on va avoir une dernière situation, diapositive suivante, où on va avoir des patients qui vont présenter plusieurs épisodes dans le même territoire à des moments différents. Et en fait, quand on suit ces patients sur une durée prolongée, diapositive suivante, la plupart vont finalement aboutir au diagnostic de sclérose en plaques, puisqu'ils vont faire plusieurs épisodes dans plusieurs territoires et donc recouvrir les critères diagnostiques de sclérose en plaques. Mais à côté de ça, diapositive suivante, on va avoir aussi des patients qui vont avoir la même chose, des localisations différentes à des moments différents, mais qui vont présenter une autre maladie qui est très proche de la sclérose en plaques, qui est la neuromyélite optique. Et diapositive suivante. Et plus récemment, il y a une autre maladie, une troisième, donc ça devient un peu plus compliqué, une autre cousine de la sclérose en plaques qu'on appelle la maladie à anticorps anti-MOG ou MOGAD. Donc, suivante. Donc, je vais vous parler aujourd'hui essentiellement des caractéristiques de ces deux maladies en comparaison, bien sûr, avec ce qu'on connaît de la sclérose en plaques. Diapositive suivante. Donc là, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais pour dire qu'aujourd'hui, on considère que ce sont trois pathologies différentes avec chacune des spécificités. Sur le plan des mécanismes, elles sont toutes des maladies qui vont toucher la gaine de myéline. Mais dans le cadre de la sclérose en plaques, c'est une atteinte où il n'y a pas d'auto-anticorps, mais c'est des cellules qu'on appelle des lymphocytes T qui vont être toxiques, alors que dans les deux autres maladies, il y a des auto-anticorps, un contre une cellule qu'on appelle l'astrocyte et l'autre contre l'oligodendrocyte qui produit la myéline. Au niveau de ce qu'on appelle l'épidémiologie, c'est-à-dire la fréquence de ces pathologies, la sclérose en plaques est, comme vous le savez, malheureusement une maladie fréquente qui touche en France une personne sur 1000 environ, qui touche plus la femme, avec 3 femmes pour un homme, et qui débute autour de 30 ans. La NMOSD et la MOGAD, c'est très différent, c'est des maladies rares, les deux sont des maladies rares. La NMOSD est une maladie qui va toucher beaucoup plus la femme que l'homme et qui peut débuter à n'importe quel âge de la vie. La MOGAD va toucher autant les hommes que les femmes et est souvent fréquente chez les enfants. Sur un plan clinique, par contre, ces maladies sont très proches. Elles vont toucher volontiers le cerveau, le nerf optique et la moelle épinière, avec des spécificités, mais qui ne sont pas toujours très faciles à identifier. L'évolution est différente. C'est pour ça que c'est important de les séparer. La sclérose en plaques, vous le savez, va évoluer par des poussées. La plupart du temps, les récupérations sont bonnes, mais il peut y avoir une évolution progressive, c'est-à-dire l'apparition d'un handicap qui va s'aggraver au cours du temps. Dans la NMOSD et la MOGAD, c'est différent. Il y a des poussées aussi qui sont malheureusement plus sévères souvent dans la NMOSD, mais il n'y a pas de progression. C'est-à-dire que si on empêche la survenue d'une nouvelle poussée, on empêche la survenue du handicap. Suivante. Après, avec les outils qu'on a à notre disposition pour le diagnostic,
globalement, au niveau de l'imagerie, on a des éléments qui permettent de distinguer la sclérose en plaques de ces deux autres pathologies, que ce soit la moelle épinière, du nerf optique ou du cerveau. La ponction lombaire est aussi un élément important qui permet de différencier ces pathologies. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, la présence d'un auto-anticorps qui est possible dans la NMOSD et la MOGAD et qui est absente dans la sclérose en plaques. Donc là, je vous ai fait un rapide panorama de ces trois pathologies. Et puis maintenant, je serais ravi de répondre aux premières questions qu'il peut y avoir. Merci, professeur Marinier, pour ces précisions. Alors, vraiment, la première question, c'est, vous avez dit que le diagnostic et l'évolution entre CEP, NMOSD et MOGAD étaient différents. Mais du coup, est-ce que les traitements, la prise en charge sont également différents et à quel niveau? C'est une question fondamentale, bien sûr, parce que si on les sépare, ces maladies, c'est parce que, d'une part, le pronostic est différent, mais surtout que la prise en charge thérapeutique va être différente. On peut parler de deux types de prise en charge, les traitements des poussées, qui sont un traitement important à la phase aiguë des symptômes, et qui est globalement assez similaire, là, pour le coup, entre les trois pathologies, qui va reposer sur la corticothérapie intraveineuse, qu'on appelle le flash de Solu-Medrol, qui va être proposé que ce soit une sclérose en plaques, une NMOSD ou une MOGAD. Mais souvent, malheureusement, c'est insuffisant pour traiter la NMOSD et on a besoin de recourir à un autre traitement qu'on appelle les échanges plasmatiques, qu'on utilise de façon qu'exceptionnelle dans la sclérose en plaques. Concernant le traitement de fond, c'est-à-dire le traitement au long cours, qui a pour objectif d'éviter la survenue d'une nouvelle poussée, là aussi, il y a des grandes différences. Dans la sclérose en plaques, vous savez que l'arsenal thérapeutique maintenant est très large. On a des traitements de première, de deuxième, de troisième ligne, des traitements qu'on appelle à haute activité, à moins haute activité. Mais la plupart de ces traitements ne sont pas efficaces, voire potentiellement dangereux pour la NMOSD ou la MOGAD. Et donc, pour la NMOSD, on a la chance maintenant d'avoir depuis tout récemment, l'année 2021-2022, des traitements spécifiques qui, eux, sont très efficaces dans la NMOSD, mais ne semblent pas efficaces dans la sclérose en plaques. Donc, c'est important de pouvoir différencier ces maladies. Concernant la MOGAD, c'est un petit peu différent parce que c'est une maladie de découverte récente, donc on ne connaît pas encore exactement les mécanismes. Et on n'a pas aujourd'hui de traitement de référence. On utilise encore aujourd'hui pas mal de traitements qu'on utilise dans la NMOSD pour la MOGAD. Alors, si on parle, je finis là, Emmanuel, mais on parle aussi des similarités. Et il y a des similarités dans ces pathologies, notamment sur la prise en charge de ce qu'on appelle des symptômes, les traitements symptomatiques. Dans ces maladies, on va avoir des symptômes souvent similaires, que ce soit des douleurs, de la fatigue, des troubles, par exemple, de concentration. Pour ces symptômes-là, la prise en charge va être identique. On ne différencie pas la prise en charge de la douleur, des troubles urinaires, de la fatigue entre ces trois maladies. Ce sera la même prise en charge qui sera sur des médicaments, sur des professionnels de santé comme les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychologues, les médecins de rééducation. Alors, une autre. Il y a 15-20 ans, on n'entendait pas du tout parler de ces neuromyélites anti-MOGAD. Est-ce que ce sont des nouvelles maladies? Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, ce ne sont pas des nouvelles maladies, elles existent probablement depuis la nuit des temps. Par contre, on a réussi à les identifier de façon très récente. Un petit historique, si vous me le permettez, la NMOSD a été pour la première fois proposée comme une maladie différente de la sclérose en plaques à la fin du 19e siècle, donc ça remonte à longtemps, par un neurologue lyonnais. Donc j'en parle forcément, ça me touche. C'est le docteur Eugène Devic. Et puis malheureusement, au cours du 20e siècle, on a pensé que ça n'existait pas, que c'était une forme particulière de sclérose en plaques. Et c'est il y a 15 ans, exactement comme vous le soulignez, qu'on a découvert un marqueur spécifique de cette maladie, qu'on appelle l'anticorps anti-aquaporine 4 ou NMO-IgG, qui nous a permis de faire la différence de façon diagnostique entre la NMOSD et la sclérose en plaques. Et une fois qu'on a eu ce biomarqueur, il y a eu une vraie révolution dans la prise en charge de cette NMOSD, à la fois diagnostique et thérapeutique, et c'est depuis lors qu'on considère que c'est deux maladies différentes. Pour la MOGAD, c'est encore plus récent. Les anticorps anti-MOG ont commencé à vraiment être utilisés en pratique clinique depuis moins d'une dizaine d'années, et donc on les a identifiés tout récemment. Donc probablement que pendant longtemps, on a considéré que ces patients-là avaient une sclérose en plaques et on se trompait, et probablement que ça aboutit à des mauvaises prises en charge, notamment sur le plan thérapeutique. Ça me permet d'enchaîner sur la question suivante. Toutes les personnes qui auraient reçu un mauvais diagnostic de CEP, quelles sont leurs conséquences pour aujourd'hui? Quand ils ont reçu un diagnostic de CEP alors que c'était une MOSD. Oui, ça a été longuement le cas, et probablement que moi aussi, il y a encore 20 ans, je faisais des diagnostics de sclérose en plaques à des patients qui aujourd'hui, on considère comme ayant une NMOSD ou une MOGAD. Le problème principal est que les traitements qu'on a utilisés dans la sclérose en plaques et qu'on utilise aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas efficaces. Donc,
en fait, on était confronté à ce qu'on appelait des scléroses en plaques qui ne répondaient pas au traitement parce que ce n'était pas des scléroses en plaques. Donc, le problème, il est là. Et aujourd'hui, pourquoi c'est important de façon très précoce de pouvoir différencier ces maladies? C'est parce que l'évolution et donc la prise en charge va être différente. Mais on a la chance, comme on vient de le dire tout à l'heure, que ce n'est pas très compliqué finalement de faire la différence entre ces maladies sur le plan des examens à notre disposition, que ce soit l'IRM, la ponction lombaire, mais surtout cette prise de sang, où sur une simple prise de sang, on peut rechercher des anticorps anti-MOG ou anti-aquaporine 4 pour la NMOSD. Donc, la question suivante, professeur Maillet, est-ce qu'il est utile que les personnes qui avaient été diagnostiquées CEP avant 2000 se fassent tester pour les anticorps? Très bonne question, encore une fois. Et là, il faut être prudent. Globalement, on a vu tout à l'heure que la sclérose en plaques est une maladie fréquente et que la NMOSD et la MOGAD sont des maladies rares. Donc, déjà, argument de fréquence, quand on a une maladie de type inflammatoire du système nerveux central, on a 40 fois, 50 fois, presque 100 fois plus de risques d'avoir une sclérose en plaques que ces autres maladies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aussi, c'est que les tests diagnostiques dont je parle, les anticorps, sont des éléments robustes, mais ne sont pas spécifiques à 100%. C'est-à-dire que si on teste ces anticorps sur une très grande proportion de patients, on risque d'avoir des résultats qui sont faussement positifs, et donc de dire à un patient qu'il a une NMOSD et une MOGAD alors qu'il a une sclérose en plaques. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'invite à faire, que ce soit les patients et mes collègues cliniciens, c'est pour des patients qui ont eu une étiquette de sclérose en plaques, mais dont l'évolution est atypique, qui répondent par exemple pas très bien au traitement habituel de la sclérose en plaques, ou qui ont des formes plus sévères que ce qu'on attend de la maladie, ou au contraire, qui ont des images à l'IRM qui sont moins classiques que ce qu'on attendrait d'une sclérose en plaques. Dans ces cas-là, oui, j'inviterais volontiers à faire une recherche d'anticorps anti-aquaporine 4 ou anti-MOG. Mais dans des situations qui sont des scléroses en plaques classiques, à la fois sur le plan des symptômes, sur le plan de l'IRM, qui répondent très bien au traitement, je ne vois pas bien l'intérêt de demander de refaire ces tests anticorps. De ce fait, est-ce que maintenant, ces diagnostics différentiels sont bien connus de tous les neurologues, cliniciens? C'est ce que j'essaye de faire depuis maintenant plus de 15 ans, c'est-à-dire d'informer mes collègues, neurologues, mais aussi ophtalmologistes, urgentistes, rééducateurs, médecins de réanimation, parce que oui, il est important de connaître ces maladies pour pouvoir les identifier de façon précoce. Donc depuis plus d'une quinzaine d'années, d'ailleurs aidé par l'ARCEP, je vous remercie encore une fois, de pouvoir communiquer autour de ces pathologies plus rares sur le site, via des événements qu'on a pu mettre en place ensemble, pour informer bien sûr les cliniciens, mais aussi les patients sur l'existence de ces pathologies. Et il y a toujours du travail à faire, hein, c'est pas terminé. On a aussi la chance de s'appuyer sur d'autres associations de patients. Il y en a une récente qui vient d'être créée qui s'appelle NMO France, qui permet aussi de mieux connaître et de mieux faire connaître ces maladies. Donc oui, c'est important d'augmenter les connaissances autour des maladies. Et puis un dernier élément, on a fait un protocole national de diagnostic et de soins qui s'appelle un PNDS, qui a pour vocation à mieux faire connaître la maladie à des médecins moins spécialisés, notamment des médecins généralistes. Donc avec toutes ces actions, on espère effectivement que ces maladies sont mieux connues et mieux différenciées les unes avec les autres. Merci, professeur Maillet. On demande des précisions sur les signes caractéristiques de ces pathologies et quels peuvent être les handicaps à long terme. Oui, alors ça c'est important. Globalement, l'intitulé de la conférence est Similarités et différences. Globalement, il y a beaucoup de similarités avec la sclérose en plaques, hein. Une des présentations les plus fréquentes dans ces trois pathologies, c'est ce qu'on appelle la neuropathie optique ou névrite optique, ou aussi une neuropathie optique rétrobulbaire, NORB. Donc c'est la présentation la plus fréquente dans le NMOSD, la plus fréquente dans la MOGAD et une des plus fréquentes dans la sclérose en plaques. Par contre, effectivement, elles vont avoir des caractéristiques un peu différentes entre elles. Dans la NMOSD et la MOGAD, elles sont souvent très sévères, ces neuropathies optiques, aboutissant à une perte complète de la vision, ce qu'on n'a heureusement pas dans la sclérose en plaques, où la perte de vision est modérée. L'autre élément aussi, c'est que dans la NMOSD et la MOGAD, on peut avoir des éléments d'atteinte de ce qu'on appelle le champ visuel, c'est-à-dire qu'au-delà d'une baisse de vision, on a des taches dans notre champ visuel qu'on a aussi moins fréquemment dans la sclérose en plaques. Et sur le plan des examens, on en a parlé tout à l'heure, hein, que ce soit l'IRM, et on a aussi un autre examen qu'on utilise beaucoup maintenant pour les atteintes du nerf optique qu'on appelle l'OCT, ce qui est un scanner du fond de la rétine. Je pense que certains des patients qui participent au live Facebook ont eu cet examen qui n'est pas douloureux, mais qui est extrêmement intéressant puisqu'il permet d'avoir une approche de la fonction et de la morphologie du nerf optique. Et bien, là aussi, on a des différences. On n'a pas les mêmes résultats entre ces trois maladies. Donc, pour la neuropathie optique, même s'il y a une porte d'entrée similaire, une atteinte du nerf optique, une baisse de vision, elle va être différente. On a aussi la deuxième présentation la plus fréquente dans la NMOSD et la MOGAD, c'est ce qu'on appelle la myélite.
donc une atteinte de la moelle épinière qui se manifeste cliniquement souvent par des troubles de la force, de la sensibilité et parfois des sphincters, eh ben, elle est aussi présente dans la sclérose en plaques, mais dans la sclérose en plaques, elle va être moins sévère et souvent va surtout donner des troubles de la sensibilité. Alors que dans l'ONMOSD et la MOGAD, elles vont être sévères, parfois très handicapantes, et donner aussi des troubles de la force, voire des tableaux très sévères de paraplégie, donc de paralysie complète des jambes, et souvent des douleurs associées. Et puis la troisième présentation qui est fréquente dans l'ONMOSD et qui est très atypique pour les deux autres maladies, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'area post-tréma, donc c'est un nom très barbare, mais qui se manifeste cliniquement par un tableau qu'il faut connaître. Donc moi j'en informe les cliniciens et les patients, c'est ce qu'on appelle des nausées et des vomissements, voire un hoquet incoercible, c'est-à-dire qui dure plusieurs jours de suite. Donc, vous comprenez bien que si on ne connaît pas ces symptômes-là, au départ, on ne va pas penser à une maladie neurologique, on va plutôt penser à une maladie digestive. Donc, c'est des patients qui vont errer dans les services de gastro-entérologie, voire même de psychiatrie parfois, parce qu'on les prend pour des anorexiques qui se font vomir. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître ces symptômes-là qui sont assez associés à l'ANMOSD. Et puis, dans la MOGAD, je vous ai dit, il y a une présentation qui est fréquente chez l'enfant qui s'appelle l'encéphalomyélite aiguë disséminée, ou ADEM, qui est un tableau également qui est très préoccupant, qui se manifeste par des déficits de force, mais aussi un tableau parfois qui peut aller jusqu'au coma, des troubles de la conscience, qui est lié à une souffrance globale du cerveau. Donc il y a des éléments de similarité entre ces pathologies, mais il y a aussi des grosses différences. Merci, professeur Magny. Donc, vous avez dit que la NMOSD était plus fréquente chez les enfants. Alors, est-ce que ça a un impact sur leur évolution physique, intellectuelle? Quelle attitude par rapport à l'école? Ouais, c'est une question très importante. Alors, malheureusement, la sclérose en plaques peut aussi toucher les enfants, comme vous le savez. Mais en termes de répartition, la sclérose en plaques va surtout toucher le jeune adulte, alors que la NMOSD et encore plus la MOGAD vont toucher volontiers les enfants, surtout la MOGAD, qui peut être même, qu'on considère étant la maladie la plus fréquente chez le jeune enfant, plus que la sclérose en plaques. Donc, les conséquences, alors, je modulerai un peu les choses. Dans la MOGAD et la NMOSD, peut-être parce que le système nerveux de l'enfant est plus souple, plus plastique, entre guillemets, il y a moins de séquelles que chez les adultes. Que ce soit des séquelles motrices, que ce soit des séquelles visuelles ou que ce soit des séquelles cognitives. Mais il peut y en avoir, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important de suivre ces enfants quand ils rentrent dans ces maladies-là pour s'assurer de l'absence de séquelles. Et s'il y a des séquelles, eh bien sûr, les accompagner le mieux possible pour qu'ils puissent continuer une scolarité. Mais il n'est pas rare, malheureusement, que certains enfants aient besoin d'une aide pour la scolarisation parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a des douleurs, parce qu'il y a des troubles de la concentration. Donc ça, bien sûr, ça doit être pris en charge globalement, pas uniquement, on parle beaucoup des médicaments, mais il y a tout un accompagnement psychologique, social, qui est encore plus important pour permettre la bonne scolarisation des enfants souffrant de ces maladies. Il y a une question, est-ce qu'il est possible d'être atteint du NMOSD, mais d'avoir aucun anticorps anti-MOGAD ni aucun anti-AQP4? Et à ce moment-là, quelle est la caractéristique? Oui, c'est une excellente question. C'est un peu la zone grise actuellement de nos critères diagnostiques. On a des patients qui vont avoir les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'arbre diagnostique, des neuropathies optiques et ou des myélites ou une atteinte de l'encéphale, qui ne ressemblent pas à une sclérose en plaques, donc on ne les considère pas comme une sclérose en plaques, mais qui ne remplissent pas forcément les critères de NMOSD. Certains patients peuvent remplir les critères de NMOSD sans anticorps. C'est possible, on appelle ça la NMOSD séronégative, ou maintenant double séronégative, puisqu'on a deux anticorps, les MOG et les aquaporine 4. Ce groupe-là, aujourd'hui, c'est celui qu'on connaît le moins bien, à la fois en termes de description clinique, en termes d'évolution, de risque d'évolution et en termes de traitement. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur ce groupe de patients et on a l'impression que ce groupe de patients est assez différent, hétérogène, qu'il y a des patients qui vont avoir des formes qui sont très proches de la NMOSD classique avec des anticorps et d'autres qui ressemblent plus à une sclérose en plaques. Donc, dans ces situations, c'est plus compliqué. Il y a plus de risques d'errance diagnostique, ça c'est vrai, parce que malheureusement, on n'a pas ce biomarqueur diagnostique que sont les anticorps anti-MOG et aquaporine 4. Mais il y a un travail effectivement à faire de notre côté en tant qu'experts avec nos collègues neurologues pour mieux les caractériser, parce que c'est des patients qui vont aussi souffrir des mêmes conséquences dont on a parlé, des difficultés motrices, visuelles, de la fatigue, des douleurs, et aussi il faut trouver des traitements les plus adaptés pour eux. Mais là, il y a du travail à faire, c'est vrai. Alors justement, où en est la recherche? Est-ce que la recherche sur la sclérose en plaques, la NMOSD,
ont des interactions, il y a des voies communes. Alors, quels sont les… Oui, c'est un élément capital. Moi, je me suis intéressé à la NMOSD et aux maladies rares parce que j'avais des patients qui souffrant de ces maladies. Puis je me suis dit aussi, finalement, c'est pas si différent. Mon activité principale, c'est de m'occuper de patients qui souffrent de sclérose en plaques, bien sûr, du fait de la fréquence de cette maladie. Mais travailler en même temps, en parallèle sur ces maladies rares, finalement, c'est synergique et c'est pas, si vous voulez, opposé, conflictuel, parce que ces maladies ont beaucoup de caractéristiques communes. Et j'ai envie de dire, et je dis souvent, que la MOGAD et la NMOSD sont des modèles plus simples de compréhension de la sclérose en plaques. Et donc, ce qu'on va découvrir en travaillant sur ces maladies rares, sur le plan plus recherche, là, ça nous permettra aussi de l'appliquer sur des maladies plus complexes comme la sclérose en plaques. Et donc, finalement, tout le monde est gagnant à la fin. On améliore les connaissances et les compétences sur les maladies rares, et ça va aussi avoir un impact sur la sclérose en plaques. Et vice-versa, toutes les équipes qui travaillent sur la sclérose en plaques vont faire des découvertes qui pourront être appliquées sur ces maladies plus rares. Quand je parle de ça, je parle de toutes les approches, par exemple, de remyélinisation. Ces 3 maladies sont caractérisées par une atteinte de la gaine de myéline. Donc, si on arrive à trouver des éléments, que ce soit par des études cliniques ou des études thérapeutiques qui améliorent la remyélisation dans une des maladies, on l'appliquera volontiers aux autres maladies. Si on arrive à mieux comprendre des mécanismes à l'origine de la souffrance du système nerveux dans une maladie, on pourra aussi l'appliquer dans l'autre maladie. Donc, il y a une vraie synergie. Donc, je n'ai pas directement répondu à où on est la recherche aujourd'hui. Un élément que j'utilise souvent comme phrase d'accroche, c'est de dire ce sont des maladies rares, mais ce ne sont pas des maladies orphelines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces maladies-là, que ce soit des cliniciens, mais aussi des chercheurs et des compagnies pharmaceutiques, et qui vont développer des approches de recherche pour essayer de mieux comprendre ces maladies rares et d'apporter des éléments de thérapeutique. Donc, il y a des approches qui vont être très cliniques, c'est ce qu'on fait par exemple dans le service aujourd'hui, qui sont de description de ces maladies rares pour mieux les caractériser, pour mieux aider au diagnostic. Donc, on va vous demander, il est possible qu'on vous a demandé de faire partie de cohortes, on appelle ça des cohortes, c'est-à-dire qu'on regroupe tous les patients ayant ces maladies rares pour avoir un nombre suffisamment important de patients qui vous permet de mieux comprendre les symptômes, l'évolution. Et puis ça, c'est donc de la recherche clinique qu'on fait déjà dans le cadre de l'Observatoire français de la sclérose en plaques, dans la sclérose en plaques. Et puis, on va avoir des recherches plus fondamentales, une qui est assez transversale, qui est l'amélioration des biomarqueurs. Donc, je vous ai parlé des anticorps anti-aquaporine 4, des anticorps anti-MOG. Peut-être qu'il y a d'autres auto-anticorps aujourd'hui qu'on n'a pas découverts et qui seront intéressants pour le diagnostic de patients, par exemple, qui sont dits double séronégatifs. Et puis, il y a une troisième approche qui est plus fondamentale, elle, qui repose sur des laboratoires d'immunologie ou de neurosciences qui vont essayer de mieux comprendre les mécanismes qui vont être à l'origine de ces pathologies et qui seront applicables pour ces 3 pathologies. Donc, la question, est-ce qu'il y a des essais cliniques en ce moment sur ces pathologies? Oui, il y a des essais cliniques. Alors, je ne veux pas parler de ceux de la sclérose en plaques, vous les connaissez probablement, qui sont très fréquents. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a aussi, et ça, c'est une très bonne nouvelle, des essais cliniques qui ont été mis en place dans la NMOSD depuis 2014. Il y a eu 4 gros essais thérapeutiques qui sont terminés pour l'instant, maintenant, qui ont abouti à la commercialisation de nouveaux produits qui sont maintenant soit déjà disponibles, soit très, très prochainement disponibles dans le NMOSD. Pour la MOGAD, je vous ai expliqué que c'est une maladie de découverte plus récente. Donc, il y a 3 essais thérapeutiques qui vont débuter probablement à l'automne 2022, qui vont essayer justement de mettre en évidence quel traitement sera le plus adapté pour ces patients ayant cette maladie. Et pour le NMOSD, il y a d'autres médicaments probablement qui vont arriver, donc d'autres essais thérapeutiques. Donc, c'est quand même un domaine très dynamique sur le plan des essais thérapeutiques. Merci, professeur Marinier. Il y a une question, je ne connais pas du tout cette pathologie, on me parle de la maladie de Leber. Est-ce qu'il y a un lien avec la CEP ou les NMOSD? Ouais, c'est une très bonne question. Cette maladie de Leber est une maladie génétique qui va se manifester le plus souvent par une atteinte des nerfs optiques. Comme je vous l'ai dit, que ce soit la sclérose en plaques, le NMOSD, la MOGAD, ce sont des pathologies qui vont s'exprimer par une atteinte du nerf optique. Donc, parfois, on peut se tromper. Donc, maintenant, très volontiers, quand on a un doute diagnostique entre maladie inflammatoire et maladie génétique, parce que la maladie de Leber, elle peut mimer la sclérose en plaques, que ce soit sur le plan de l'IRM, voire parfois de la ponction lombaire. Donc, volontiers, vous aurez possiblement, certains des patients qui assistent à ce Facebook Live, on vous aura proposé une recherche génétique pour cette maladie de Leber parce qu'elle peut mimer ces maladies et qui, bien sûr, elle est totalement différente sur le plan des mécanismes et de la prise en charge. Donc là, on parle de la maladie de Leber. Il y a d'autres maladies rares qui peuvent mimer la sclérose en plaques et le NMOSD. Et aujourd'hui, quand on a des atypies, dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit la sévérité,
l'aspect à l'IRM, on va volontiers rechercher des maladies différentes des 3 pathologies dont on parle, dont fait partie la maladie de Leber, mais il y a d'autres maladies rares, des maladies qu'on appelle par exemple les déficits en biotinidase, qui sont des maladies métaboliques qui peuvent mimer aussi ces maladies, donc, et qu'on peut rechercher de façon aujourd'hui assez facilement sur le plan de diagnostic, avec la plupart du temps uniquement une prise de sang. Merci Bruno. Une question, est-ce que dans la CEP, on sait que la grossesse n'est pas incompatible avec la maladie. Est-ce que ce sont les mêmes données pour les NMOSD? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que la CEP ne peut pas avoir un impact sur la pathologie? C'est une question très importante parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein, cette maladie va toucher, ces maladies vont toucher volontiers les femmes, et les femmes dans leur période d'âge de procréer, entre la puberté et la ménopause. Donc la question de la grossesse est primordiale. Il y a 2 questions en fait. Hein. Est-ce que la grossesse va avoir un impact sur la maladie, et est-ce que la maladie va avoir un impact sur la grossesse? Pour la sclérose en plaques, vous l'avez dit Emmanuel, aujourd'hui, globalement, les choses sont très bien connues et on n'interdit pas aux femmes de faire une grossesse quand elles ont une sclérose en plaques. Au contraire, c'est plutôt une période protectrice par rapport à la maladie, avec ce petit risque dans ce qu'on appelle le postpartum. Concernant la NMOSD, on commence à avoir des informations. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur ces 10 dernières années. Alors, ces informations sont un peu moins robustes du fait de la rareté de la maladie, mais globalement, il y a plusieurs messages qu'il faut avoir en tête. Bon, on n'interdit pas à une femme qui souffre de NMOSD d'avoir une grossesse. Par contre, on va être prudent parce que les anticorps anti-aquaporine 4 sont toxiques pour le placenta. Donc, il faut absolument, quand on a une NMOSD et qu'on veut tomber enceinte, continuer le traitement pendant la grossesse, pas l'arrêter, parce que sinon, il y a un risque que les anticorps deviennent toxiques pour le fœtus. Par rapport à l'histoire de la maladie, est-ce que la maladie va être plus active pendant la grossesse? Il semblerait que non. Par contre, il y a aussi ce risque de rebond lors de la période du postpartum, comme pour la sclérose en plaques. Pour la MOGAD, on a moins de données. On avait un travail tout récent français qui est beaucoup plus rassurant et qui semblerait que la grossesse ne soit pas une période à risque de MOGAD ou d'aggravation de poussée de MOGAD. Et donc, on ne contre-indiquera pas non plus une patiente qui a une MOGAD de faire une grossesse. Par contre, bien sûr, ces grossesses seront encadrées, surveillées, suivies. Et comme je l'ai dit, au moins pour le NMOSD, il sera important de poursuivre le traitement lors de la grossesse pour éviter notamment le risque pour le fœtus. Du coup, une question qui se rejoint, et pour les fécondations in vitro ou les fécondations médicalement assistées, Oui. est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, on a, comme vous le savez, quelques informations pour la sclérose en plaques qui semblent montrer que la stimulation ovarienne puisse être un élément, ça dépend de la stimulation, mais parfois associé à un risque de poussée, donc pour lequel il faut être prudent. Par contre, pour le NMOSD et la MOGAD, malheureusement, du fait de la rareté de ces maladies-là, on a très peu d'informations. Donc le message, c'est on ne va pas du tout empêcher à une femme qui veut faire une stimulation ovarienne de le faire, mais on va l'encadrer avec un suivi neurologique. Et je le répète encore une fois, mais pour le NMOSD, le faire sous traitement immunoactif. Encore une question, évidemment, qui est un peu le sujet avec ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il en est par rapport au vaccin, la vaccination en général et la vaccination Covid plus particulièrement? Oui, c'est normal d'en parler, c'est important d'en parler. Surtout qu'il y a ce passif et cet historique entre sclérose en plaques et vaccin qui, je pense, maintenant, j'espère, est plus clair et tout à fait rassurant. Pour le NMOSD classique, globalement, aujourd'hui, c'est pareil, même si au départ, il y a une vingtaine, trentaine d'années, on avait un petit signal qui semblait peut-être suggérer qu'il pouvait y avoir un lien avec la vaccination. Aujourd'hui, clairement, sur toutes les études qu'on appelle épidémiologiques, que ce soit sur le plan national, mais au niveau mondial, on n'a vraiment jamais mis en évidence de lien entre une vaccination et un risque de développer une NMOSD ou un risque de faire une poussée de NMOSD. Pour la MOGAD, c'est peut-être un petit peu différent. Ce signal est peut-être un peu plus fort, mais pareil, on n'a pas encore de données très, très robustes qui permettent de répondre à la question. Donc, c'est toujours la même histoire. C'est une question de bénéfice-risque. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Covid est une maladie potentiellement grave, et notamment chez les patients qui ont des traitements immunoactifs, ce qui est le cas de tous les patients qui ont une NMOSD, la majorité des patients qui ont une MOGAD. Et ces traitements immunoactifs vont aggraver ou favoriser un risque de Covid sévère. Donc, dans la balance bénéfice-risque, la vaccination est beaucoup plus intéressante que la non-vaccination. Et donc, on a proposé, même plutôt de façon anticipée, de vacciner nos patients souffrant de NMOSD et de MOGAD. Et aujourd'hui,
on n'a pas mis en évidence au niveau populationnel de sur-risque de reprise de la maladie ou de poussée. Il y a des patients, j'en ai des patients qui me rapportent une poussée dans les suites de la vaccination, donc je reste extrêmement vigilant par rapport à ça. Mais la difficulté est qu'il y a tellement de patients qui ont été vaccinés ou tellement de personnes qui ont été vaccinées sur cette dernière année qu'il est difficile de faire un lien certain entre les deux. Mais je n'exclus pas le fait que la vaccination, comme vous le savez, qui va stimuler le système immunitaire, puisse favoriser parfois ou accélérer un processus qui était déjà là pour faire apparaître une poussée. Donc, le message est il n'y a pas de contre-indication à la vaccination. Même au contraire, on va plutôt inciter nos patients à se faire vacciner du fait de leur traitement immunosuppresseur. Mais on va bien sûr surveiller, être vigilant. Et quand il y a quelque chose qui se passe, émettre un signal auprès des agences de santé. Merci, professeur Marie. Alors, c'est un peu le lien avec le Facebook Live du mois dernier qui était sur les bénéfices de l'activité physique dans la sclérose en plaques. Donc, la question, c'est est-ce que c'est aussi bénéfique dans les NMOSD et MOGAD? La réponse est oui. L'activité physique adaptée, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire adaptée à la fatigue, adaptée au handicap, est extrêmement intéressante dans ces pathologies pour plusieurs raisons. Pour déjà le bien-être personnel, c'est un élément extrêmement important. Pour également lutter contre les phénomènes de fatigue, les phénomènes de fatigabilité qui sont très prégnants, autant dans la NMOSD, la MOGAD que dans la sclérose en plaques. Et puis, le troisième élément, qui est l'élément que j'utilise le plus volontiers aujourd'hui pour essayer de convaincre mes patients de faire de l'activité physique, c'est qu'il y a des éléments de recherche qui ont démontré que l'activité physique était peut-être aujourd'hui le meilleur moyen de remyéliniser. On parle aujourd'hui de ces approches pour essayer de sauvegarder ou de remyéliniser cette gaine de myéline. Il a été montré que l'activité physique adaptée aboutissait à une myéline de meilleure qualité, plus compacte, plus efficiente. Donc, au-delà du bien-être que ça peut apporter, au-delà de l'effet symptomatique que ça peut apporter, il y a même un bénéfice peut-être sur le long terme de cette activité physique sur le traitement de ces pathologies. Merci. Alors, il y avait une question sur la fatigue, mais du coup, vous y avez répondu. Alors, il y a une question, parce que quand vous avez présenté, professeur Marinier, dans les caractéristiques, vous avez dit que dans la MOGAD, les gens pouvaient devenir aveugles. Est-ce que c'est donc une cécité qui le temps de la poussée ou qui reste? Et puis, si c'est le cas, donc, au bout de quels sont les risques, comment l'évolution dans le temps? Quel est le pourcentage de risque d'être aveugle? Oui, c'est une question effectivement importante, bien sûr. Là, je pense qu'il faut vraiment différencier le NMOSD aquaporin 4 de la MOGAD. Aujourd'hui, même si la présentation visuelle peut être souvent très sévère dans ces deux maladies, l'évolution va être très différente. La MOGAD va être très sensible et très rapidement sensible à la cortisone. Et la grande majorité des patients vont complètement récupérer, même s'ils ont présenté une atteinte visuelle très sévère, cécitante. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle avec la MOGAD, c'est qu'il y a une très bonne récupération dans une très grande majorité des cas. On a 10 à 15% malheureusement des patients qui peuvent garder une séquelle visuelle, ça arrive. On ne sait pas aujourd'hui prévoir qui et pourquoi il y aura une séquelle visuelle, mais la majorité des patients va bien récupérer grâce à la cortisone. Dans le NMOSD, c'est malheureusement différent. Il y a plus de risque de garder des séquelles visuelles, voire parfois cécitantes. Et c'est pour ça qu'une NMOSD doit être traitée de façon très active et très rapide. Pour moi, le message que je donne, c'est comme de l'accident vasculaire cérébral, une poussée de NMOSD, elle doit être prise en charge en urgence, en ultra-urgence, par la cortisone et très rapidement par les échanges plasmatiques pour éviter ou pour limiter au maximum le risque d'évolution vers un handicap, qu'il soit visuel, moteur ou autre. Ça fait plusieurs fois justement que vous parlez des échanges plasmatiques. Est-ce que vous pouvez préciser en quoi ça consiste et est-ce que c'est fait partout? Oui, c'est vrai que je n'ai peut-être pas été très précis sur cette approche thérapeutique extrêmement importante dans la prise en charge des poussées de NMOSD et de MOGAD. Donc, le principe, c'est comme de la dialyse. Donc, le principe, c'est qu'on va faire deux abords veineux. Un où on va enlever du sang et un deuxième où on va remettre le sang. Mais entre les deux, le sang va être filtré pour enlever toutes les particules et les cellules qui sont toxiques et remettre simplement des éléments qui sont lavés de ces particules et de ces éléments toxiques, notamment des anticorps. Donc, c'est un peu lourd comme approche, ça c'est sûr. Ça a quand même beaucoup évolué, les approches. Jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, ça se faisait sur ce qu'on appelle des voies veineuses centrales. Donc, on devait mettre une voie soit au niveau du cou, soit au niveau du pli inguinal. Donc, c'était handicapant pour les patients. Maintenant, on peut le faire sur des veines périphériques. Donc, ça laisse quand même plus de liberté aux patients. Ça ne se fait pas n'importe où, c'est vrai, vous avez raison. Tous les centres n'ont pas accès aux échanges plasmatiques. Ça se fait essentiellement dans les gros hôpitaux
les CHU, mais également des gros hôpitaux généraux. Il y a des centres de transfusion qui le font, il y a des centres d'hématologie qui le font. À l'hôpital neurologique, ici à Lyon, c'est fait par nos collègues de réanimation qui ont l'habitude de le faire. Donc, c'est vrai qu'il est important pour un neurologue qui va suivre un patient souffrant de NMOSD d'identifier dans sa zone géographique quels sont les centres réalisant, pouvant proposer des échanges plasmatiques. Merci, Romain. Une question, est-ce que on connaît les causes de la maladie? Quels sont les facteurs de risque? Est-ce qu'il y a un risque héréditaire? C'est peut-être la première question qu'on aurait dû poser, en fait. Pourquoi et comment on développe cette maladie? La réponse est malheureusement un peu comme pour la sclérose en plaques. On ne sait pas vraiment ce qui est à l'origine de la maladie. Alors, un élément important aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont été faites, beaucoup sur le NMOSD, moins sur la MOGAD, parce que c'est plus récent, sur la recherche d'une cause génétique ou d'une forme génétique. Et aujourd'hui, on n'a aucun argument pour penser que ce sont des maladies génétiques. Donc, il n'y a pas d'éléments de risque de transmission de cette maladie à sa descendance, qui est un élément quand même rassurant et important. Après, je n'éliminerai pas complètement le caractère potentiellement de susceptibilité génétique, c'est ce qu'on utilise comme terme pour la sclérose en plaques. Il y a des travaux en cours actuellement qui essayent de voir s'il n'y a pas certains gènes qui sont plus fréquemment présents chez les patients souffrant de NMOSD ou de MOGAD. Bon, ça, c'est des travaux qui sont encore en cours. Après, est-ce qu'il y a des éléments de l'environnement qui pourraient favoriser ces maladies? Dans le NMOSD, il y a un travail très intéressant qui date maintenant d'une dizaine d'années, qui semblait montrer que le microbiote intestinal, on en parle beaucoup en ce moment pour les maladies auto-immunes et pour la sclérose en plaques en particulier, pourrait avoir un rôle favorisant cette maladie parce que les patients qui ont une NMOSD ont un microbiote intestinal différent de la population générale et expriment des bactéries qui peuvent en fait avoir des éléments de similarité avec la cible de l'auto-immunité. Donc, on peut imaginer qu'une dysrégulation du microbiote puisse être à l'origine ou favoriser l'émergence de ces auto-anticorps et la maladie. Donc, ça, c'est très préliminaire, ça n'a pas encore été vraiment démontré. Et on n'a pas encore développé d'approche thérapeutique, parce que ça sera intéressant aussi de voir si on pouvait modifier le microbiote, si ça pouvait avoir un impact sur la maladie. Mais c'est des pistes de recherche. Pour la MOGAD, je vous ai parlé de cette histoire de vaccination, avec prudence, bien sûr. Il y a aussi des éléments d'infection. On a l'impression que, notamment chez les jeunes enfants, que souvent la MOGAD peut débuter après une infection, mais il n'y a pas de germe très spécifique. Ça peut être une infection virale ou bactérienne. Donc, je ne sais pas si on peut parler de causes infectieuses, mais plutôt peut-être de stimulation liée à une infection qui pourrait favoriser l'émergence de ces maladies. Par rapport à des facteurs environnementaux plus généraux, on parle souvent des métaux lourds, des ondes électromagnétiques. Tout ça, vraiment, on n'a aucune donnée scientifique qui permette d'émettre l'hypothèse qu'il y a un rôle entre ces éléments-là et les maladies. Alors ça, c'était pour répondre aux questions sur les facteurs de risque de développer la maladie. Est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent son évolution, et notamment, par exemple, le régime alimentaire? Alors, c'est vrai que quand on parle de microbiote intestinal, on se dit peut-être qu'un certain régime alimentaire pourrait aider, pourrait améliorer les choses. Dans la sclérose en plaques, aujourd'hui, c'est la maladie sur laquelle il y a eu plus de travaux sur les régimes alimentaires. Et comme vous le savez, on n'a pas eu de démonstration scientifique qu'un régime particulier ait un impact sur la maladie, même si certains patients rapportent un bien-être après une amélioration symptomatique après certains régimes. C'est un peu la même chose dans la MOGAD et la NMOSD, où moi j'ai des patients qui font des régimes, souvent des régimes sans gluten, qui est très à la mode en ce moment, et qui apportent un bien-être réel aux patients. Mais il n'y a pas de démonstration aujourd'hui qu'un régime particulier ait un impact réel sur le plan biologique, sur le plan clinique, sur ces pathologies. Peut-être qu'à l'avenir, on aura des éléments qui vont dans ce sens-là, mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas imposer à un patient de faire un régime particulier parce que je n'ai pas de données scientifiques qui permettent d'aller dans ce sens-là. Par contre, si certains régimes, certaines activités physiques apportent du bien-être aux patients, je ne serais que favorable à l'utilisation de ce type de régime, en restant prudent pour que ce ne soit pas un régime qui soit carencé en certains éléments, notamment vitamines ou protéines, parce que ça peut aggraver parfois, avoir un effet contraire et aggraver les symptômes de la maladie. Il y a à nouveau des questions sur les traitements. Les traitements, on a vu celui des poussées. Donc, existe-t-il aussi des traitements de fond? Est-ce qu'ils ont le même impact que dans la CEP à retarder les poussées? Et est-ce qu'ils sont vraiment efficaces sur l'évolution de la maladie? Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas encore rentré dans le détail des traitements, c'est le moment de le faire. Donc, on va bien séparer le NMOSD de la MOGAD, où la prise en charge est différente. Pour le NMOSD, c'est quand ça commence à être bien établi. Il y a trois temporalités. Il y a une histoire de la prise en charge thérapeutique. Historiquement, avant la meilleure connaissance de la maladie qui commence à
apparaître en 2004-2005, on utilisait des traitements qu'on appelait immunosuppresseurs, donc qui étaient des traitements puissants, des traitements qui aboutissaient à des risques d'infection, donc que ce soit par voie orale comme l'azatioprine, l'Immurel, le mycophénolate mofétyl, le Cellcept ou la mitoxantrone, un traitement encore plus puissant. C'est des traitements qui sont intéressants, qui apportent un bénéfice clairement en réduisant le risque de nouvelles poussées, mais qui sont quand même avec un rapport bénéfice-risque qui est un peu moins bon du fait du risque important de risque infectieux notamment. On a une deuxième étape qui est l'utilisation du traitement par rituximab, qui a été une vraie révolution dans la prise en charge des patients souffrant de NMOSD. Donc, c'est un traitement qui se fait en perfusion tous les 6 mois, qui est aussi utilisé dans la sclérose en plaques, qui est un cousin de l'ocrelizumab que vous connaissez probablement, ou maintenant de l'ofatumumab, qui est le Kesimpta, qui est utilisé dans la sclérose en plaques. Donc, tous ces médicaments ont le même mode d'action, rituximab, ofatumumab, ocrelizumab. Ils vont cibler les lymphocytes B. Et les lymphocytes B sont des cellules importantes, notamment pour le NMOSD, puisque c'est les cellules qui vont produire les anticorps à l'origine de la maladie. Et donc, on a commencé à utiliser ces produits à partir de 2005-2006, et ça a vraiment eu un impact majeur en termes d'efficacité en réduisant le risque de nouvelles poussées. Et puis, on rentre dans une nouvelle ère thérapeutique, qui est l'ère des essais thérapeutiques, comme je vous l'ai dit, qui a débuté en 2014, qui a abouti à la commercialisation de produits qui sont déjà disponibles pour un qui s'appelle le Soliris ou eculizumab, et 2 qui vont arriver sur le marché français au cours de l'année 2022, début 2023, qui sont le satralizumab et l'inebilizumab. Donc, c'est des noms un peu barbares, mais l'intérêt de ces produits, c'est qu'ils ont été développés spécifiquement pour le NMOSD et qui ont démontré de façon très robuste une efficacité chez un grand nombre de patients via des essais thérapeutiques. Donc, ces produits-là ne vont pas remplacer les autres, mais vont s'associer à l'arsenal thérapeutique qui est déjà à notre disposition. Et on va pouvoir maintenant avoir différentes approches potentielles pour un patient, ce qui va être très intéressant. Donc, on pourra faire une médecine plus personnalisée. Et puis surtout, on va pouvoir proposer un autre traitement s'il y en a un qui ne marche pas. Jusqu'à maintenant, on était un peu bloqué parce qu'on n'avait pas beaucoup de traitements à proposer. Pour la MOGAD, on a moins d'informations. Aujourd'hui, on utilise plus volontiers des traitements par la cortisone ou de l'Immurel, donc des anciens traitements, mais qui semblent assez intéressants. Et puis, chez les patients chez qui l'évolution n'est pas favorable sous ces traitements de première intention, on utilise soit les immunoglobulines polyvalentes, donc ça, c'est un traitement qu'on n'utilise pas beaucoup dans la sclérose en plaques ou dans le NMOSD, mais qui semble intéressant dans la MOGAD, soit un autre traitement qu'on appelle le tocilizumab, qu'on a utilisé à une époque aussi dans le NMOSD, qui sont donc, c'est des traitements très spécifiques pour lesquels on n'a pas encore beaucoup de preuves d'efficacité, mais qui semblent apporter chez les patients réfractaires à d'autres traitements des bénéfices. Mais comme je vous l'ai dit, surtout, on va avoir des essais thérapeutiques qui vont débuter dans la MOGAD et on aura des réponses plus franches à vous donner par rapport à quel traitement utiliser dans la MOGAD. Alors, on a montré que dans la CEP, la vitamine D avait un impact. Est-ce qu'il y a une vitamine qui a été aussi mise en évidence dans la NMOSD ou MOGAD comme pouvant être un facteur positif ou négatif? Alors, pas d'autres vitamines spécifiquement associées à ces deux pathologies, mais la vitamine D pourrait être aussi intéressante parce qu'elle a un effet qui n'est pas spécifique à la sclérose en plaques, elle a un effet immunomodulateur. Elle permet de contrôler les processus d'inflammation. Donc, on peut imaginer qu'elle puisse être aussi intéressante chez les patients souffrant de NMOSD et de MOGAD. Mais là, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de données, que ce soit sur le plan scientifique ou même sur le plan épidémiologique, sur un intérêt d'utiliser cette vitamine D dans le NMOSD et la MOGAD. Donc, de façon très pragmatique, on la propose uniquement chez les patients qui sont carencés. Merci, professeur Romain Marinier. Une dernière question, parce qu'il est bientôt 13 heures. Comme ce sont des maladies rares, est-ce qu'il existe des centres spécialisés? Et dans ces cas-là, comment les connaître? Et est-ce qu'il faut vraiment se rapprocher d'un centre spécialisé lorsqu'on a ces pathologies? La réponse est oui et oui. Oui, il faut se rapprocher d'un centre spécialisé, c'est extrêmement important, c'est recommandé dans le cadre du protocole de soins. On a vraiment recommandé que tout patient qui souffre de ces maladies doit être vu au moins une fois dans un centre spécialisé. Et il y a, oui, un maillage territorial sur le plan national de centres spécialisés. On a la chance en France d'avoir un support institutionnel fort pour la prise en charge des maladies rares. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 3 centres de référence qui s'appellent le MIRSEM, un pédiatrique à Paris qui est piloté par le professeur Kumaran Deva, un adulte à Paris à la Pitié-Salpêtrière et un adulte à Lyon, qui est donc sous ma responsabilité. Et puis, il y a des centres qu'on appelle de compétences, qui eux aussi sont spécialisés dans cette prise en charge et qui sont répartis dans la plupart des grands CHU français.
Donc, la liste, si vous voulez y avoir accès, est dans le PNDS, dans le protocole de soins qui est disponible en ligne. Vous tapez PNDS NMO et vous allez trouver les référentiels. Et là, il y aura la liste de tous les centres qui sont experts dans cette pathologie. Je crois qu'on va arrêter là. Merci beaucoup, professeur Romain Marinier. Je rappelle que ce Facebook Live va être disponible sur YouTube pour le regarder si vous n'avez pas eu le temps de tout entendre. Donc, encore, merci beaucoup. Merci à vous. Marinier. Au revoir à tous. Au revoir.